Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien. Un candidat, un programme. Aujourd'hui, nous recevons le candidat Victorien Tougouma, candidat du MAP, le Mouvement africain des peuples, à la présidentielle du 29 novembre 2015. Avec M. Tougouma, il sera question de décortiquer son programme de société pour le développement du Burkina Faso. Bonsoir, M. Tougouma. Bonsoir. Également avec moi sur le plateau, mon confrère de la radio nationale du Burkina, Galip Somé. Bonsoir Galip. Bonsoir Aïssata Sankara. Victorien Barnabé Tougouma, bonsoir. Bonsoir. Alors le candidat de ce jour est âgé de 42 ans et est sans doute l'un des candidats les plus jeunes à la présidentielle. Il a fait des études en droit et en logistique. Victorien Tougouma est aujourd'hui chef d'exploitation d'une société de transit de la place dont il est associé. Actif en milieu associatif, il a été président national et vice-président mondial de la Jeune Chambre internationale, membre du Rotary international et de diverses associations au Burkina. Président donc du mouvement africain des peuples. Suite aux élections de 2012, il a été conseiller municipal donc, de Darigma, son village d'origine, dans la commune de Bagaré, et c'est dans le Passori. Alors, et c'est la première fois qu'il est candidat à la présidentielle et aux législatives à Aïssata Sankara. Alors, Monsieur Tougouma, c'était là juste un petit portrait que nous avons dressé de vous, histoire de permettre aux téléspectateurs de vous connaître un peu mieux. On va commencer avec un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit de l'éducation, que vous déclinez en 6 points dans votre programme de société dénommé « Bâtir ensemble le Burkina Faso ». Alors, il y a tout un ensemble de réformes que vous comptez introduire dans le système éducatif, l'enseignement des valeurs africaines, la professionnalisation des cursus de formation, une université par région, la construction d'amphithéâtres, octroi de bourses, etc. Aujourd'hui, dans les universités publiques du Burkina Faso, les années se chevauchent. On ne sait vraiment plus où est-ce qu'on en est. Le continuum et le système LMD font débat. Il y a problème d'infrastructure. Il y a une hausse exponentielle du nombre d'effectifs des étudiants dans les universités publiques. Quelle sera finalement votre priorité une fois que vous serez élu président afin de réformer le système éducatif? La priorité, vous savez, c'est toute une chaîne. Il faut commencer avec les plus jeunes pour finir avec les étudiants. Nous parlons beaucoup au Burkina Faso d'incivisme et d'impunité. Tout cela est lié au fait que dès le jeune âge, quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement la scolarisation, ce n'est pas seulement la formation, c'est donner des valeurs à la personne humaine. Donc il faut réintroduire ces valeurs, vous l'avez rappelé, dès le jeune âge au niveau du système éducatif. Au niveau du primaire, on constate partout des écoles sous paillotes. On constate même qu'il y a des zones comme le nord du Burkina où il n'y a pas d'école. Dans certains villages ou dans certaines localités, ce n'est pas normal parce que tout le monde doit avoir la chance de partir à l'école. Parce qu'au Burkina Faso, on ne sait pas qui a le potentiel pour développer notre pays. Thomas Sankara était unique. S'il n'était pas allé à l'école, il ne serait pas président. Donc moi, c'est ma philosophie. Tout le monde doit pouvoir aller à l'école. Maintenant, il faut donner la chance à tout le monde aussi de faire un bon parcours scolaire. C'est pour ça que nous parlons de professionnalisation des parcours scolaires, réformer en sorte qu'à partir du secondaire, chaque enfant puisse apprendre un métier. Parce qu'on ne va pas juste à l'école pour l'enseignement général, on ne va pas juste à l'école pour apprendre une langue. On parle tous une langue maternelle. Donc, on doit pouvoir professionnaliser les parcours scolaires. Allez-vous appliquer le continuum? Pour le continuum, moi, je dis que ce n'est pas un bon système parce qu'on voit déjà les conséquences du continuum, les enseignants sont contre, tout le monde est contre, même les parents sont contre. Alors il faut mettre fin rapidement à ce système parce que moi je suis pour la compétition. Vous l'avez rappelé, je suis du secteur privé et je pense que déjà passer des examens à partir du CEP fait comprendre à l'enfant que la vie aussi c'est une compétition, mais une compétition saine et lui permet de valoriser son potentiel et ses aptitudes. Donc nous mettrons fin au continuum, mais nous allons garder le principe que la scolarisation doit pouvoir se poursuivre jusqu'à 16 ans. Pour ce qui est de l'université, vous savez... Avant d'aborder l'université, puisque vous êtes avec les tout-petits, notamment donc, le primaire, le taux de scolarisation, nous le savons aujourd'hui, tourne autour de 80%, hein, et alors que l'alphabétisation, c'est autour de 34%. Alors, dans votre programme, quel est le seuil que vous vous fixez en termes de scolarisation? Atteindre 100%?
Bon, 100%, ça va être extrêmement difficile en 5 ans parce qu'il faut déjà changer les mentalités. Mais nous pensons que nous allons mettre les moyens pour augmenter ce taux et dépasser largement les 90 et 95%. Pour l'alphabétisation, il faut atteindre un taux de 75%. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas allés à l'école au Burkina Faso. Alors que c'est des gens aussi qui sont intelligents et nous sommes dans un monde où il faut avoir un savoir. On peut, à travers les langues nationales et l'alphabétisation, permettre à ces gens-là d'être ouverts sur les outils. Nous allons parler tout à l'heure d'agriculture. Si les gens sont alphabétisés, on peut mettre des outils à leur disposition qu'ils pourront eux-mêmes lire et apprendre et mettre en application. Donc le taux d'alphabétisation doit augmenter aussi. Sur l'université, on va continuer sur l'université. L'université, je pense que le problème de l'université, vous avez parlé tout à l'heure des chevauchements, ça a été fait sciemment parce qu'un peu partout dans le monde, les gouvernants ont peur des étudiants parce que c'est là-bas que la révolte commence à grandir à tout moment. Ça a été fait sciemment, vous dites? Ah oui, c'est sciemment. Vous savez que le problème de l'université ne date pas d'aujourd'hui. Donc, en réalité, ça a toujours été le parent pauvre parce qu'on a peur que les étudiants aient les moyens pour organiser la révolte. Et si vous vous rappelez, l'insurrection des 30 et 31 octobre, ce sont les étudiants qui étaient au devant. Et quand on a le savoir, on est beaucoup plus contre l'injustice. Maintenant, il faut comprendre que l'université a une chance. C'est pour ça que nous allons mettre les moyens pour mettre fin à cela. Vous parlez des moyens, il s'agit de combien exactement? Mais, bon, c'est difficile de donner des chiffres, mais c'est qu'on sait déjà... Les états généraux des enseignements, de l'enseignement ont évalué les besoins à 1000 milliards. Est-ce que vous pouvez disposer de ces moyens On ne peut pas disposer reformer de 1000 milliards immédiatement pour mettre dans le secteur du système éducatif, surtout que nous avons un budget qui tourne autour de 1800 milliards. Donc, c'est dire qu'on va mettre la moitié du budget pour l'éducation. Et quels sont les autres secteurs comme la santé, l'eau et l'assainissement, vous savez que ça va être difficile. Mais il faut augmenter le budget à ce niveau. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de ressources humaines. On va aborder la question de l'emploi. Il y a des gens qui ont fait de bonnes études, qui chôment. Il faut rapidement qu'on envoie ces personnes-là se former pour renforcer les ressources humaines au niveau de l'université de Ouagadougou. Oui. Justement, la finalité des études, c'est l'emploi, vous le disiez tantôt. Quelle sera votre stratégie de stimulation, de création d'emplois pour ces jeunes-là qui constituent la frange la plus importante de notre population? Bon, à ce niveau, nous prévoyons la création de 300 000 emplois hors agriculture et hors fonction publique. Et cela, il faut prendre toutes les catégories de jeunes et de femmes qui peuvent être employés. Si vous prenez ceux-là qui n'ont pas de formation, qui ne sont même pas allés à l'école, il faut les former à un métier. Mais nous ne sommes pas pour les crédits qu'on donne, 50 000 francs, 100 000 francs, juste pour faire du saupoudrage. Nous sommes pour la création de petites sociétés de 5 à 10 personnes parce qu'il faut mutualiser les forces et avoir un capital beaucoup plus élevé. Quand je suis dans le privé, si vous donnez 100 000 francs à quelqu'un, il ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut passer par ce schéma-là. Pour ceux qui ont fait de bonnes études, comme les étudiants, mais aussi qui n'ont pas appris un métier, il faut aussi de la formation professionnalisante. Ils peuvent facilement se reconvertir en une année pour aller dans des secteurs. Si vous prenez le secteur des mines, c'est un nouveau secteur qui a besoin d'employer certains types de personnes. Malheureusement, il manque de main-d'œuvre. C'est souvent des expatriés qui viennent ici. Encore faut-il que les structures existent pour former ces jeunes-là? Non, mais ces structures, il faut les créer. C'est là où il a manqué de vision. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons une vision que notamment nous parlons de cela. Maintenant, pour les étudiants aussi, nous parlons de mise en place d'incubateurs. Les incubateurs, c'est des centres que moi j'ai vus au Maroc. J'ai visité un incubateur de plus de 180 bureaux. Ça veut dire que chaque bureau porte une société, le projet d'un étudiant dans le domaine soit du marketing, des nouvelles technologies, de la communication et bien d'autres domaines. Et ils sont là 180. Ils ont l'avantage d'avoir le loyer moins cher, d'avoir l'énergie, d'avoir un certain nombre de services pour créer parce que c'est eux qui sont à la pointe de l'innovation. Et nous devons être justement dans les métiers aussi de l'innovation parce que nous voyons que récemment au Kenya, il y a des jeunes qui ont lancé une bande dessinée qui marche beaucoup, qui peut être vendue à travers le monde, la création de logiciels. On n'a pas besoin d'être aux États-Unis dans la Silicon Valley pour le faire. On peut le faire à partir du Burkina Faso parce qu'on a des jeunes aussi qui sont intelligents. Il faut créer cet environnement-là. Ça, c'est notre vision pour l'emploi. Maintenant, les bassins d'emploi aussi existent dans la transformation de nos produits. Nous avons parlé de la valorisation des filières. Mon cher ami Galip porte un beau faso d'Anfani. Imaginez qu'on ait un partenariat avec une chaîne hôtelière qui a plus de 100 000 lits et qui nous dit au Burkina Faso, nous voulons
que vous nous produisez du Faso d'Anfani comme pour des couvertures de ces lits-là. Vous imaginez la filière qu'on va développer au niveau du coton. C'est la même chose pour la filière bétail. Nous disons que si nous sommes au pouvoir, on ne va plus exporter du bétail vivant vers la Côte d'Ivoire. On va revenir aux questions d'agriculture. Parlant de 300 000 emplois, oui. 300 000 emplois, et véritablement, est-ce que c'est véritablement suffisant pour donner de l'espoir à tous ces jeunes diplômés qui sont encore là et qui attendent de l'emploi? Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une dynamique. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est la dynamique. Aujourd'hui, on a des ça de cela. Ce qui doit créer les emplois, c'est quoi? C'est le secteur privé, ce n'est pas l'État. L'État recrute combien de personnes par an? Autour de 10 000, moins de 15 000 personnes par an. Donc c'est le secteur privé qui doit créer les emplois. Si nous arrivons à créer cette dynamique, vous voyez que je ne parle que des secteurs privés, eux-mêmes ils vont recruter d'autres personnes. Et un autre bassin d'emploi, c'est le parrainage. Vous savez, dans beaucoup de pays dans le monde, c'est des gens du secteur privé, des individus qui aident d'autres individus à créer des entreprises en étant actionnaires. Et cette dynamique-là aussi doit arriver au Burkina Faso parce que nous sommes d'une culture africaine et en Afrique, il y a la solidarité. Quand on a les moyens et qu'un jeune est porteur de projet, on doit l'accompagner. Merci, M. Tougouma. Galip, on va passer aux questions santé à présent. Alors, les questions santé, nous savons que la question de santé est une préoccupation majeure des Burkinabés. Alors, dans votre programme, vous déclinez donc que vous avez vraiment l'ambition d'améliorer les systèmes sanitaires burkinabés, alors que véritablement, on n'arrive pas à lire votre recette. Qu'est-ce que vous proposez véritablement pour essayer de donner l'espoir? Vous avez mis donc une assurance maladie. Est-ce que véritablement tous les Burkinabés peuvent prétendre un jour, en tout cas, à bénéficier de cette assurance maladie? L'assurance maladie, c'est une obligation. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, c'est le CNT qui vient de voter la loi pour l'assurance maladie universelle. Et en tant qu'État, nous devons assumer notre responsabilité parce que sans la santé, il n'y a pas de développement. Mais la question de la santé, c'est une question transversale. Hein. Ça touche à l'eau et l'assainissement, ça touche à la qualité de l'alimentation. Pour nous, il faut qu'on ait une santé de proximité. Quand vous allez dans les villages, nous sommes en campagne, on voit que des gens parcourent des kilomètres énormes pour aller se soigner. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous proposons la construction de plus de 300 CSPS. Pour certaines petites opérations, on est obligé de vous dire de passer d'une commune au chef-lieu de la province. Sur quelle base vous avez pu, en tout cas, dénombrer les 300? Est-ce à dire que vous allez couvrir tous les villages du pays? Non, on ne peut pas couvrir tous les villages. Oui, vous savez que la recommandation de l'OMS est de faire que le rayon soit de moins de 5 km. Donc, actuellement, nous sommes à plus de 8 km. Donc, en construisant d'autres CSPS, nous allons réduire ce rayon-là à moins de 5 km pour faciliter l'accès des populations aux soins de base. Monsieur Tougouma, je souhaiterais revenir sur l'assurance maladie universelle. Vous l'avez abordé tout à l'heure, adoptée en septembre dernier par le Conseil national de la transition. Une chose est d'adopter une loi, après une autre est de l'appliquer. Pour l'assurance maladie universelle, il y a deux défis. Il y a un financement périn et les ressources humaines. Comment comptez-vous y prendre pour son effectivité? Vous avez vous-même répondu à la question, il faut plus de ressources humaines. Plus de ressources humaines, ça veut dire qu'il faut encore aller chercher des jeunes qui sont déjà diplômés et faciliter leur formation. Il faut aussi beaucoup plus de spécialistes parce que vous savez qu'à ce niveau, pour former des spécialistes, on met un temps beaucoup plus long et il faut faciliter toutes ces procédures-là. Pour le financement, c'est vrai que l'État doit prendre normalement en charge 80% selon la loi, ce qui est énorme parce que si on ne fait pas attention, le déficit risque de bouffer tout le budget de l'État. Donc il faut trouver un équilibre et mettre beaucoup plus l'accent sur la prévention que la guérison. Parce que beaucoup de nos maladies aujourd'hui sont liées au fait de l'ignorance, au manque d'eau potable et d'assainissement. Donc nous allons nous attaquer à ce secteur-là. Nous allons aussi mobiliser beaucoup de ressources pour la lutte contre le paludisme parce que plus de 50% des maladies sont liées au paludisme. Donc cela va nous permettre maintenant de nous concentrer sur un certain type de maladies. Mais le financement aussi va se faire sur un système de prélèvement que nous allons faire sur les plus riches. Il est normal tout à fait que ceux qui ont de l'argent contribuent beaucoup plus pour la santé de ceux qui n'en ont pas. Et nous allons aussi réduire le financement des évacuations. Vous savez qu'on met plus de 4 milliards pour évacuer 200 personnes. On ne voit pas la nécessité. Soit on évacue tout le monde quand il y a des problèmes, ou bien on n'évacue personne, on améliore notre système de santé et que tout le monde se soigne ici. Alors, oui, une autre préoccupation qui retient un peu mon attention rapidement sur la santé, parce qu'on est en train de déborder. C'est la baisse des prix des médicaments. Oui. Alors, nous savons que nous sommes dans un système libéral. Comment Victorien Tougouma compte vraiment arriver à une baisse
des médicaments dans les pharmacies au Burkina? Mais bon, comme je suis logisticien, je sais que la majorité des médicaments que nous importons viennent pour les génériques de l'Inde et de la Chine. C'est pour dire même que le coût du transport est extrêmement élevé. Et nous sommes un parti panafricaniste. Nous voulons une fédération de l'UEMOA. Alors, pourquoi ne pas faire des usines de médicaments dans la sous-région? On aura du mal à le faire au Burkina parce que nous n'avons pas assez d'eau. Mais on peut le faire en Côte d'Ivoire, on peut le faire au Togo, au Sénégal. Et en ce moment, le médicament va nous revenir extrêmement moins cher. Et il aura l'avantage d'être de qualité parce que la danger aussi sur la santé au Burkina, parce que ce sont les médicaments de la rue et les médicaments contrefaits. Donc voilà la réponse à votre question. Merci M. Tougouma. On va avancer avec une seconde thématique, l'agriculture, l'élevage, l'accès à l'eau potable et les mines. Donc Galip, on commence avec l'agriculture. Oui, une fois au pouvoir, Victorien Tougouma, en tout cas, veut préserver la ruralité de l'agriculture et même apporter du dynamisme au secteur. Vous comptez relire la réforme agraire foncière. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la RAF et qu'est-ce que vous comptez apporter comme innovation? Ce qui ne me plaît pas dans la RAF, c'est que très rapidement, on a permis aux gens facilement d'accaparer les terres des paysans et sans avoir un suivi réel sur les agro-businessmen. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus des aventuriers en mal d'exotisme qui prennent des centaines d'hectares et qui se retrouvent peut-être 1 ou 2 fois dans l'année sans investir. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive aussi avec les pôles de croissance? Non, mais on accapare les terres au détriment des paysans. C'est ce que je dis. Il faut faire la réforme pour que la loi puisse permettre justement de faire en sorte que cela n'arrive pas. Que si on prend la terre, qu'on puisse investir, ça veut dire qu'en ce moment, on emploie les paysans et on permet une transition parce que nous sommes un pays qui a 80% de personnes qui sont dans le monde rural. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, donc, il faut faire une relecture de la réforme agraire et foncière à ce niveau. Une relecture dans quel sens? Mais dans le sens de ne pas permettre que les gens puissent s'accaparer des terres des paysans et ne pas les mettre en valeur. Alors qu'en même temps, vous prônez l'agrobusiness. Mais c'est ce que j'ai dit. En 2 ans, celui qui prend la terre et qui ne la met pas en valeur, il la restitue aux paysans. S'il la met en valeur, tant mieux. Parce qu'en ce moment-là, on aura un contrat. Vous mettez la terre en valeur. Par exemple, le pôle de croissance de Bagré, c'est quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas continuer à rester avec 80% du monde agricole dans notre pays. Il faut une transition. Nous proposons une transition entre l'agriculture familiale vers les grands producteurs, vers les grands producteurs familiaux. Ça veut dire qu'il faut mettre une banque d'agriculture en place pour accompagner cela. Et les grands producteurs familiaux qui ont déjà une expérience peuvent être des agro-businessmen. Mais si vous me prenez, vous, moi, on part pour faire de l'agro-business, ça va être difficile parce que parfois on ne connaît pas le terrain. Mais nous disons que s'il n'y a pas d'investissement, la terre revient aux paysans qui l'exploitent. Alors, vous préconisez également la création d'une banque agricole. Et nous savons que c'était une préoccupation exprimée donc, par les organisations paysannes à la Journée nationale du paysan. Alors, comment concrètement vous pouvez assurer la viabilité d'une telle banque quand on sait qu'il y a eu des expériences qui n'ont pas connu de succès? Moi, je vous dis, c'est tout à fait simple. Si vous parcourez les villages du Burkina Faso, vous arrivez, vous voyez celui qui a le plus de bœufs, qui élève le plus, qui a les greniers les plus bien fournis. Vous savez que c'est quelqu'un qui travaille et qui est honnête. Il faut donner la capacité à ces personnes-là de tirer les autres du village vers le haut. C'est ces gens-là qui peuvent être des agro-businessmen. Parce que déjà, il ne va pas vendre tout son bétail et puis disparaître du jour au lendemain. Nous tous en font. Donc, mais il a besoin de l'argent pour payer un tracteur, pour être accompagné. Ces gens-là ont besoin d'une banque agricole qui va les permettre d'avoir des taux d'intérêt très bas. Justement, par rapport au taux préférentiel, les producteurs veulent une banque sans garantie. Mais c'est ce que j'ai dit, la garantie déjà, il l'a parce qu'il a déjà du bétail. S'il a une centaine de têtes de bœufs, qu'est-ce qu'il fait? C'est sa garantie. S'il a déjà des greniers, il est né dans le village depuis 100, 200 ans, c'est le village d'origine. Il va aller où? Vous savez, ces gens, les paysans-là, c'est des gens qui sont plus honnêtes. Ce sont les plus honnêtes de nos contrées. Parlant d'expérience qui n'a pas marché, Galip le disait tout à l'heure, en 2013, on a eu l'expérience 100 000 charrues qui n'a pas vraiment donné. Vous voulez lancer l'expérience, votre projet 200 000 charrues pour développer l'agriculture en donnant le marché de fabrication de ces charrues-là aux artisans locaux. Est-ce que vous avez tenu compte des problèmes qu'il y a eu en 2013 parce qu'il y avait un problème d'accès même au matériel pour fabriquer ces charrues-là? Absolument. Ce qu'il y a eu en 2013 comme problème, c'est que l'État même, vous savez que nous sommes dans un système qui était extrêmement corrompu. Et on n'a pas voulu donner le travail forcément à ceux-là qui pouvaient le réaliser.
Donc ça a créé des goulots d'étranglement. Et une fois qu'on réalise aussi le travail, il y a un problème de dette intérieure qui est là, qui fait qu'on ne veut pas payer ceux-là qui font le travail. Soit il faut prendre des décisions conséquentes. Si on veut développer l'agriculture dans ce pays, si on veut développer l'artisanat dans ce pays, il faut donner les moyens. Si un artisan soudeur prend la responsabilité de fabriquer 1000 charrues, il faut l'accompagner. La Banque agricole aussi a une solution dans ce sens pour qu'il puisse investir rapidement. Dans tous les cas, ce sont des outils indispensables pour permettre la transition. Nous disons 200 000 charrues, mais aussi 200 000 animaux de trait, ce qui va permettre aussi à l'élevage de monter un peu en qualité. Alors vous attachez du prix donc, à la question de la maîtrise de l'eau, au profit donc des producteurs pour les cultures de contre-saison. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire combien de barrages vous comptez par exemple réaliser au profit donc de ces producteurs-là? Non, l'idéal serait vraiment de pouvoir réaliser au moins 2 barrages par commune. Vous savez, il y a des communes qui n'ont pas de barrage. Si moi je prends la commune de Yako qui est bien connue parce que c'est ma commune d'origine, 40 villages, il n'y a pas un seul barrage. Ce n'est pas normal. Comment vous allez développer l'agriculture dans un tel domaine? Donc c'est un peu difficile. Ce serait l'idéal. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que les grands cours d'eau que nous avons. J'ai parcouru la boucle du Moumoun. Le Moumoun, c'est la région du grenier du Burkina Faso. Vous parcourez la boucle du Moumoun, c'est la même chose, vous n'avez pas de retenue d'eau. Vous prenez la zone de Bobo du Lasso, il n'y a pas de retenue d'eau. Ce n'est pas possible. Alors que ce sont ces bassins-là qui peuvent non seulement permettre l'irrigation, mais aussi permettre de créer des emplois et de faire de la transformation locale. Donc nous allons vraiment faire des barrages. Mais il faut faire attention, parce que quand vous faites des barrages aussi dans des zones où vraiment, dans des zones genre le Sahel, rapidement, à cause de la chaleur, de l'intensité de la chaleur et de l'évaporation, l'eau va vite partir. Donc il faut aller chercher l'eau beaucoup plus en profondeur dans ces zones-là, la nappe phréatique, et faire de l'agriculture, mais à travers le goutte à goutte. C'est ce que Israël fait. Israël, c'est un pays beaucoup plus chaud que le Dori, mais ils arrivent à faire de l'agriculture, ils exportent des produits, mais en allant chercher de l'eau en profondeur. Oui, une préoccupation à Aïssata, rapidement, l'eau potable. Très rapidement. Alors, ils sont nombreux les Burkinabés qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, ces Burkinabés qui nous écoutent depuis les villages, qu'est-ce que vous allez faire pour leur apporter de l'eau à boire? Bon, l'eau, c'est la vie, ce n'est pas seulement dans les villages. Même à Ouagadougou, ici, si vous regardez comment les femmes souffrent pour avoir de l'eau potable, c'est extrêmement difficile. La solution, vous savez, c'est de redimensionner la construction de nos villes. Il n'y a pas de schéma directeur. Ouagadougou est en train de grandir alors qu'il n'y a pas un bassin d'eau à côté. La solution aussi pour les quartiers de Ouagadougou, c'est d'aller chercher l'eau en profondeur. Et pour les villages aussi, c'est de faire des adductions d'eau. Mais au lieu de faire parfois des pompes ou des forages qui ne fonctionnent pas, où les femmes sont obligées encore de faire 2-3 km, une fois qu'on arrive à faire un château, on peut tirer l'eau pour entrer dans les différents quartiers du village, ce qui va faciliter les choses. Et en ce moment, on peut contrôler la qualité de l'eau. On a la chance d'avoir des pompes solaires qui marchent merveilleusement mieux plus que les pompes manuelles. Il faut aller dans ce sens et investir. Alors, M. Togouma va à présent parler d'un secteur porteur de l'économie burkinabé. Il s'agit des mines. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on compte environ 600 sites d'orpaillage clandestins, 200 unités d'exploitation artisanale officiellement reconnues. Vous dites dans votre programme que vous allez encadrer l'orpaillage. Alors, comment allez-vous procéder pour éviter les sorties frauduleuses d'or, mais aussi quelle stratégie vous allez mettre en œuvre pour protéger l'environnement? Bon, pour les sorties frauduleuses de l'or, ça c'est vraiment une question de justice. Il faut mettre fin à l'impunité. Vous savez que ceux qui le font, ce ne sont pas les orpailleurs forcément, c'est ceux qui sont à un niveau beaucoup plus élevé. Et là, il faut être dur avec ces gens-là pour qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Pour l'orpaillage, c'est vraiment une question sérieuse parce que ces jeunes qui sont dans ces sites-là sont beaucoup plus souvent spoliés. On les caricature parce que c'est eux parfois qui partent découvrir l'or. Et une fois qu'ils ont découvert l'or, on vient récupérer le trou, on les sache et on les met ailleurs. Nous disons non. Il faut encadrer ces jeunes-là et leur donner aussi la possibilité de grandir. Oui, justement, qu'est-ce que vous allez faire pour encadrer? Mais c'est ce que j'ai dit, on va prendre une loi, si des jeunes arrivent à découvrir... Ça existe déjà? Non, vous me demandez comment je fais. Moi, je vais revoir la loi pour que celui qui découvre l'or dans un site puisse aussi bénéficier parce que c'est lui qui est allé et qui a travaillé pour découvrir l'or. C'est vrai qu'on donne des grands permis aux gens, mais ceux qui détruisent beaucoup plus l'environnement, ce ne sont pas les orpailleurs, c'est les grands producteurs.
Donc, si un jeune arrive à découvrir de l'or quelque part et qu'il peut mutualiser leurs forces, s'ils sont mieux encadrés, ils savent qu'ils peuvent avoir un intérêt dedans, ils vont être moins désordonnés. Moi, j'étais à Sidéradougou, vers Banfora. C'est la nuit que les jeunes sortent même sur la route pour chercher l'or et ils ont détruit toute la route parce qu'ils ne sont pas bien encadrés, parce que tout simplement, ils n'ont pas un avenir dedans. S'ils voient qu'ils peuvent avoir un avenir, parce que l'État leur donne les moyens de s'organiser et eux-mêmes de grandir demain, ils pourront avoir la transition vers ceux-là qui sont mieux organisés. Alors, le Conseil national de la transition a également voté cette année le nouveau code minier. Est-ce que ce nouveau code minier vous convient-il? Bon, je dirais que pour moi, c'est mieux que l'ancien code parce que ça donne beaucoup plus de responsabilités à ceux qui vont exploiter l'or. Ça protège mieux l'environnement du Burkina Faso et ça permet aux Burkinabés d'avoir beaucoup plus de recettes, surtout au niveau local. Parce que quand dans une commune, on découvre un site, ça doit d'abord profiter aux localités de la commune. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant. Ce qui manque, c'est comment faire en sorte que les Burkinabés et les Africains, je l'ai dit dans mon programme, soient les premiers actionnaires de ces grands sites miniers. Parce que ceux-là qui lèvent les fonds, 200 milliards de francs CFA pour venir faire une mine, normalement, en Afrique, on doit pouvoir le faire. Dans la zone du UEMOA, on doit pouvoir lever 200 milliards de francs pour le faire. Pourquoi laisser d'autres personnes venir d'ailleurs pour le faire? Si on le fait entre nous ici, on gagne beaucoup plus. On va enchaîner avec un autre problème tout aussi crucial, celui de l'énergie, Galip. Oui, la question de l'énergie, vous l'avez abordée dans votre programme et vous dites que vous allez même subventionner l'accès à l'électricité à chaque ménage des villages. Alors, cette subvention va consister en quoi? C'est l'électrification solaire. Ça avait déjà été commencé par l'ancien régime avec parfois des lampes. Nous allons aller vers les panneaux solaires parce que ça va non seulement permettre la création d'emplois. Vous savez qu'il y a des vieilles femmes qui ont été envoyées comme ça pour aller se former sur comment il faut entretenir le solaire. Ça crée du dynamisme. Et les panneaux solaires ont une durée de vie quand même assez élevée, en moyenne de 10 ans. Donc, cette subvention est rentable parce que ça va permettre de régler les questions de santé et d'éducation. Ce qu'on doit comprendre, c'est que tout est transversal. Si on met beaucoup d'argent à se soigner ou à aller à l'école, parce que tout simplement on est dans le noir et qu'on n'arrive pas à apprendre du monde, l'électrification, une fois qu'il rentre dans la localité, va régler un certain nombre de problèmes. Mais nous parlons aussi des centrales solaires. Vous savez que le problème de l'électricité aussi, c'est son transport. Beaucoup de délestages que nous vivons, c'est lié aux ruptures du transport. Donc, plutôt que de faire de grandes centrales, nous préconisons la création de 300 mégawatts, mais des centrales délocalisées, proches des régions, qui vont réduire le coût du transport en infrastructure. En ce moment-là, vous allez voir que l'accès sera beaucoup plus facile. Et vous annoncez même une baisse du kilowatt aux clients. Oui, mais si on ça va aller de l'ordre de combien? Non, si on ne baisse pas le kilowattheure, ça, nous allons regarder avec la Sonabel, mais c'est sûr que le plus important, c'est de baisser le kilowattheure pour permettre à notre économie d'avancer. Parce que si nous voulons être dynamiques sur le plan économique, avec ce que nous produisons actuellement et le coût du kilowattheure, ça va être un peu difficile. Est-ce qu'il faut baisser pour tout le monde parce qu'il y a les représentations diplomatiques de grandes institutions qui bénéficient des subventions de l'État alors que forcément ils ne sont pas dans le besoin comme les populations? Est-ce qu'il faut une baisse généralisée? Il faut regarder à la carte. Le plus important, c'est que quand nous parlons de baisse du kilowattheure, c'est pour les industries qui doivent produire parce que c'est eux qui vont accompagner, c'est elles qui vont accompagner la croissance économique. Maintenant, vous parlez bien des institutions de l'État. Nous, dans notre programme, nous disons... Même étrangères aussi, pas oui, nous disons même que à la RTB, ici, je suis rentré, je n'ai pas vu de panneaux solaires. En fonction de la consommation d'une institution ou d'un organisme, on va vous demander d'avoir au moins 50% de consommation en solaire. C'est de gros investissements. Qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner ces... Non, mais c'est des investissements utiles. Vous savez, si on vote une loi, ils ont les moyens de l'appliquer. Si vous dites à une ambassade étrangère de mettre sa consommation à 50% de solaire, ils ne vont pas manquer de moyens pour le faire. Alors que le surplus qu'on va dégager pourra aller aux ménages pour leur permettre d'avoir de l'électricité. Ça, c'est la politique à mettre dans les grandes villes. La politique aussi à mettre dans les grandes villes, c'est de permettre au secteur privé de mettre des unités solaires dans les quartiers. Moi, je peux mettre une petite unité de solaire dans mon quartier.
l'utiliser pour ma consommation personnelle et le surplus, je vais le revendre à la Sonarek. Alors, seulement 16% de la population burkinabé a accès à l'électricité. Est-ce qu'il faut continuer les interconnexions avec les pays de la sous-région, avec tous les risques que ça comporte? Non, les interconnexions sont indispensables. Même la France est interconnectée avec l'Allemagne. Il faut arrêter de se dire que nous ne pouvons pas prôner le panafricanisme, l'intégration et puis dire que le Burkina va se développer seul. Nous disons même qu'en dehors du solaire, une des solutions pour avoir beaucoup plus d'énergie pour le Burkina Faso, c'est de voir comment on peut, au niveau de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, faire des barrages hydroélectriques sur le Niger et le fleuve Sénégal. Ça va régler beaucoup de problèmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors on va aborder à présent la grande thématique bonne gouvernance. On va commencer par parler justice. Vous dites dans votre programme que vous voulez une justice indépendante, compétente et efficace. Alors comment comptez-vous améliorer les prestations de la justice et surtout faciliter l'accès des populations à la justice? Mais c'est de rapprocher la justice du justiciable. Si vous regardez le Burkina, on a 45 provinces et il y a des provinces qui n'ont pas de tribunaux de grande instance. Alors, l'état de droit, ce n'est pas seulement une incantation, ça doit être dans les faits. Il faut éviter les déserts judiciaires. Aujourd'hui, il n'y a même pas un seul barreau à Bobo-Dioulasso. Ce qui veut dire qu'on a moins de 15 avocats qui sont implantés à Barreau, tout le monde est à Ouagadougou. Comment voulez-vous que les gens puissent réclamer leurs droits? Alors, le secteur du barreau, c'est la profession libérale. Qu'est-ce que vous allez faire pour permettre à certains avocats d'aller, par exemple, à Bobo? Mais je vous dis que le secteur, par exemple, de la pharmacie aussi, c'est la profession libérale, mais ils sont organisés de sorte à ce qu'un peu partout il y ait des pharmacies. C'est le modèle qu'il faut prendre. Il faut inciter les gens et leur faire comprendre que même si vous vous retrouvez dans une commune et que vous défendez le droit, au lieu d'être un chômeur après votre licence en droit, et rester à Ouagadougou et tourner les pouces, ou à Bobo et vous tournez les pouces, mieux vous êtes dans une province où vous allez commencer votre métier. Avec le temps, peut-être que vous allez être le plus grand avocat. Donc, il faut commencer quelque part. Et c'est ça notre philosophie, ouvrir et avoir beaucoup plus d'avocats. Si nous avons beaucoup plus d'avocats, la justice va progresser parce que les gens vont être habitués à demander beaucoup plus leurs droits. Donc, une justice de proximité. Mais aussi, quand nous parlons de justice indépendante, c'est dans les textes. Il faut améliorer la législation, mais il faut aussi donner plus de moyens. Mais une justice de proximité avec 24 tribunaux? Non, je n'ai pas dit 24. Non, on n'en a que 24. C'est ce que j'ai dit. Non, mais ce n'est pas normal. Dans toutes les 45 provinces, nous aurons maintenant des tribunaux de grande instance et nous aurons en plus de cela un barreau à Bobo, ce qui veut dire qu'il y aura une cour d'appel à Bobo-Dioulasso qui va permettre d'encadrer tout cela. Et avec le temps, nous allons faire en sorte que dans les régions, petit à petit, on évolue pour décentraliser la justice. Alors tout cela, en 5 ans, vous avez parlé par exemple de la question de barreau, alors que nous savons qu'au niveau de la justice, même du ministère de la Justice, il y a un problème de personnel. Comment en 5 ans vous pouvez faire ce maillage du territoire avec autant de tribunaux? Non, c'est comme je l'ai dit, avec la maîtrise en droit, puisque je fais un peu le droit, rapidement on peut devenir avocat. Alors, donc on recrute comme ça des juges, comment ça va se passer? Je vais vous dire une chose, la corruption, la fraude nous coûte plus de 200 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez que recruter des juges peut coûter autant? Il faut du personnel pour lutter contre la corruption. Il faut savoir, tout ça c'est un peu sciemment fait. On ne donne pas les moyens là où on sait que ça va vous faire mal. Mais nous sommes là pour travailler au développement. Nous savons que sans la justice, il n'y aura pas de développement. Donc il faut mettre les moyens pour recruter des jeunes magistrats et des avocats. Vous savez que tout le monde a pratiquement fait son insurrection dans ce pays, sauf la justice. Les militaires, après le coup d'État du 16 septembre, se sont révoltés. Ils ont dit non, c'est fini. Maintenant, on est côté du peuple. C'est à la justice maintenant de faire son insurrection. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les jeunes magistrats actuellement doivent prendre les dossiers à bras le corps et puis aller au fond des choses. Ils ne doivent plus avoir peur parce que le changement, il est vraiment là. Et nous, nous disons que si nous sommes aux affaires, on va créer 2 tribunaux spéciaux. Un premier tribunal spécial pour les crimes de sang, parce que depuis longtemps, on tergiverse autour des crimes de sang, Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari et bien d'autres crimes, et sur les crimes économiques aussi. Un tribunal spécial qui va travailler directement sur ces crimes-là et confondre ceux-là qui ont pillé les ressources de ce pays. Si on met fin à l'impunité, vous verrez que facilement, ceux-là qui jouent au petit malin vont se calmer et on pourra aller au développement. Merci. Le problème, ce n'est pas que des gens aient l'intention d'être malhonnêtes. Il y en aura toujours. Merci, M. Tougouma. Il faut arriver à les sanctionner pour dissuader ceux-là qui veulent le faire. Merci, M. Tougouma. Galip, on va enchaîner avec la question sécurité. Alors, sécurité, nous savons que c'est une préoccupation majeure actuellement des Burkinabés avec des attaques à main armée un peu partout.
Alors que dans votre programme, on ne voit que, en tout cas, des mots, mais véritablement, on ne sait pas ce que vous proposez comme réponse à cette question cruciale de sécurité aux populations. Non, il n'y a pas que des mots. Je parle bien sûr de donner, si vous regardez dans la partie réforme, d'améliorer les conditions de vie des forces de défense et de sécurité, de faire un meilleur maillage du territoire. Ça veut dire que dans ce domaine aussi, on va recruter. Pour ce qui est du terrorisme, il faut une collaboration au niveau international, surtout avec les pays voisins. Donc, c'est un projet qui est assez clair là-dessus. Mais le premier rempart contre l'insécurité, c'est les citoyens. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Hier soir, j'étais en train de rentrer et au niveau du rond-point de la Padoue, pour ceux qui ont pris la route hier, ils ont remarqué qu'il y avait des contrôles de police. Alors, il y avait un taxi devant moi et puis un véhicule RAV4 que la BAC a arrêté. Ils ne se sont pas arrêtés. Moi, je me suis arrêté. J'ai dit, mais c'est moi que vous voulez arrêter? Ils m'ont dit, non, ils sont en train de contrôler tout le monde. J'ai dit, mais comment les autres là arrivent à passer si vous voulez contrôler tout le monde? Ils m'ont dit, il manque de moyens. Ça ne devrait pas pouvoir arriver parce que ceux-là qui ne se sont pas arrêtés, dans d'autres pays, on devait pouvoir les neutraliser pour pouvoir les contrôler parce qu'on ne sait pas d'où le danger vient. Donc, si nous-mêmes, nous sommes citoyens, nous devons être responsables et accepter les contrôles pour faciliter le travail des forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que nous prévoyons des cellules de veille dans notre projet pour dire aux citoyens de s'organiser, surtout actuellement avec la recrudescence du grand banditisme et du terrorisme. C'est le citoyen qui peut être le premier rempart, la première alerte contre ce phénomène-là. Le reste, c'est une question de moyens et une question de coopération. Parce que vous voyez même que les pays les plus en pointe, la France a été touchée récemment, ont même du mal à faire face parce que c'est un phénomène vraiment nouveau. Et il faut aussi étudier ce phénomène-là. C'est pour ça aussi qu'à l'université, il ne faut pas juste des branches professionnalisantes, il faut aussi des sociologues, des historiens qui vont pouvoir étudier la société et comprendre ce phénomène. Parce que ce phénomène, jusqu'à présent, du terrorisme n'est pas encore bien compris. On ne sait pas comment un jeune à 25 ans peut vouloir mourir en ôtant la vie à d'autres personnes. Monsieur Togomet, dans votre programme, vous dites ceci, nous recruterons et formerons un corps de la magistrature compétent sur les nouvelles menaces que sont le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, le terrorisme, pour garantir la sécurité dans nos villes et villages. J'avoue que je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais ça veut dire quoi? Si, en matière de justice, vous savez, il y a la loi qui est là. Mais regardez l'affaire Guiro, concrètement. Il a été relaxé. Pourquoi? Parce que la loi n'était pas bonne. Donc, il faut améliorer la législation. Mais si la législation est améliorée aussi, en matière de fraude fiscale, en matière de lutte contre le terrorisme, si le magistrat n'est pas spécialisé, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un magistrat qui est formé de manière générale et puis lui dire de se confronter à ces problèmes. On doit faire de la formation professionnelle encore, en plus à ce magistrat-là, pour que sur ces questions-là, ils soient en pointe. Quand vous regardez des pays comme la France, il y a des magistrats qui sont antiterroristes. Quand c'est du terrorisme, c'est à eux qu'on confie les dossiers. Il y a des magistrats qui luttent contre la corruption parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'ils soient compétents et professionnels. Et là, ça passe par la formation. Alors, sur la réduction du train de vie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous exposer la mesure que vous comptez prendre si vous êtes président pour réduire le train de vie de l'État qui est beaucoup critiqué? Non, nous avons dit d'abord la première mesure symbolique, c'est de réduire les salaires du président du FASO, des ministres, des chefs d'institutions, des présidents d'institutions et des députés de 30%. Ce n'est pas ça qui va baisser énormément le train de vie de l'État, mais c'est un signal. Ce qui va baisser le train de vie de l'État, c'est dans des économies, dans des dépenses. On a parlé des véhicules de luxe, de certains séminaires où on a vu même sous la transition des conseils de ministres qu'on délocalise dans des régions alors qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. Tout cela, c'est très coûteux. On va avoir du coup des ministres aller à des conseils de ministres avec des véhicules 4x4. Comment voulez-vous que les citoyens ne soient pas révoltés? Mais il faut aussi, au niveau de l'administration, mettre des normes de qualité. Parce qu'il y a des normes qui existent, des normes ISO qui permettent à une administration de fonctionner correctement et de faire de la réduction. Donc toutes les administrations seront soumises à la qualification. À votre niveau, comme certains l'ont proposé, est-ce que vous comptez réduire également le nombre de postes portefeuilles ministériels? Non, le nombre de portefeuilles ministériels, bien sûr, sera réduit parce que nous ne ferons pas un gouvernement plus théorique. Nous allons tourner peut-être autour de 20 portefeuilles parce que, comme je l'ai dit très souvent au Burkina, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais on a la chance aussi d'avoir un pays qui est très petit en superficie. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien vous pourriez économiser avec votre mesure de réduction du train de vie de l'État? Non, moi je pense que si on est efficace, on peut réduire entre 5 à 10% du budget.
Ça veut dire combien? Bon, on sait que le budget le budget réel en recettes, c'est autour de 1,5 milliard, en dépenses, c'est autour de 1,8 milliard. C'est pour dire qu'on peut réduire autour de 180 à 200 milliards de francs CFA à travers ces mesures de réduction du train de vie de l'État. Et dans quel secteur comptez-vous réinvestir ce que va générer donc ces mesures-là? Non, c'est dans les secteurs prioritaires. D'abord, il faut qu'on crée de la richesse. Si on crée de la richesse, on pourra mieux la partager. Donc, il faut investir cela dans l'agriculture et l'industrialisation, la transformation des produits locaux pour créer de la richesse. Après, une partie sera investie dans la santé et l'éducation. Mais la priorité d'abord, le secteur productif. Parce que si on a 1000 francs aujourd'hui et qu'on mange les 1000 francs, de toute façon, demain, on aura faim, qu'est-ce qu'on va manger? Autant prendre les 1000 francs, produire quelque chose et profiter de ce bénéfice-là. Donc, la priorité au secteur productif et après, maintenant, les services sociaux de base. Galip, on enchaîne avec l'économie. L'économie, une question cruciale. On vous entend donc en train de relancer le secteur industriel notamment, avec des taux de croissance, en tout cas, qui s'enchaînent. Mais nous ne savons pas véritablement comment vous allez faire pour, en tout cas, générer les ressources afin de soutenir cette croissance dont vous parlez, dans notamment le schéma de financement de votre programme. Non, si c'est le financement, il faut savoir que le financement d'abord, c'est la bonne gouvernance. Ça veut dire uniquement sur la bonne gouvernance? Non, je dis d'abord la bonne gouvernance, parce que c'est le préalable pour attirer des investisseurs, en tout cas les investisseurs honnêtes, parce qu'il y a des investisseurs aussi qui sont malhonnêtes. Donc il faut améliorer la qualité et la gouvernance de notre pays. C'est pour ça que nous disons de mettre fin à l'impunité, d'assurer à chacun que s'il met 1 franc, il y aura de la transparence. Une fois que ces conditions sont réunies, les gens vont venir investir si vous les incitez. C'est pour ça que nous avons parlé de relire le coût des investissements pour permettre aux gens de pouvoir créer plus facilement des petites et moyennes industries de production. Maintenant, vous savez aussi que nous avons ce qu'on appelle le partenariat privé-public qui va amener des gens à investir. Hier, moi, j'étais en ligne avec les Burkinabés de la diaspora qui m'ont appelé pour une émission, notamment ceux des États-Unis. Je leur ai dit, mais la diaspora aussi, c'est une richesse extraordinaire. Nous avons la moitié de notre population dehors qui est rattachée à notre pays. Il faut qu'on arrive à faire revenir ces fonds-là au Burkina Faso. Nous prévoyons aussi la lutte contre la corruption. On l'a rappelé tout à l'heure avec la réduction du train de vie de l'État. La lutte contre la corruption qui tourne autour de 200 milliards de francs CFA. C'est autant. Oui, mais vous savez, c'est beaucoup d'argent qu'on perd. Si une seule personne peut avoir 2 milliards avec lui, imaginez toute la chaîne de ce qu'on perd. Il ne faut pas s'amuser avec ces questions parce que c'est beaucoup d'argent. Et nous disons aussi qu'il faut aller sur le marché international pour lancer un emprunt obligataire de tour de 200 milliards sur les 5 ans parce que nous ne voulons pas endetter les générations à venir. Nous voulons la rigueur dans notre gestion budgétaire. Donc les sources de financement existent. Les sources de financement, ce n'est pas l'individu. C'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'ils sont peut-être candidats et qui sont milliardaires, mais ils n'ont pas assez d'argent pour financer le développement du Burkina Faso. Alors, M. Tourma, comment vous faites pour arriver à un PIB à 2 chiffres d'ici à 2020, quand on sait que notre économie évolue parfois en dents des scies? Quels sont les calculs que vous avez faits pour aboutir à 10% en 2020? Non, les calculs sont simples. D'abord, nous avons touché le fond. Donc nous disons que si nous assainissons l'environnement avec la bonne gouvernance, nous allons recréer la confiance et attirer les investisseurs. Maintenant, cela va créer la dynamique parce que nous parlons tout à l'heure de l'agriculture. Nous allons mettre beaucoup d'efforts dans les investissements agricoles pour créer beaucoup d'emplois et pour dynamiser l'agriculture et les différentes filières. J'ai parlé tout à l'heure de la filière coton, il y a la filière bétail qu'on a évoquée, la filière karité. Donc tout cela va dynamiser notre économie. Nous parlons aussi d'une fédération avec l'UEMOA. Nous allons augmenter notre collaboration avec les pays voisins. Vous savez, si nous travaillons beaucoup plus avec la Côte d'Ivoire et ceux de l'UEMOA, nous allons avoir une croissance beaucoup plus dynamique. Moi, je crois que c'est surtout la corruption et la mauvaise gouvernance qui ont plombé les ressources d'un pays comme le Burkina Faso. Oui. Nous savons également qu'au niveau donc, des recettes fiscales, apparemment, il n'y a pas grand-chose à ce niveau. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer d'accroître l'assiette fiscale au niveau du Burkina? Non, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Donc, il faut éviter vraiment de mettre trop de pression sur les gens. Nous avons besoin d'avoir un secteur privé dynamique.
un secteur privé qui va se relancer, une industrie qui va se relancer. Mais quand je parle d'industrie, ce n'est pas les grosses industries, c'est vraiment des petites et moyennes industries de transformation locale. Alors, donc, il faut faire attention avec l'assiette fiscale. C'est pour ça que nous disons, nous allons taxer beaucoup plus les plus riches parce qu'il y a un impôt là-dessus. Nous allons taxer aussi un peu le foncier pour ceux-là qui ont des parcelles vides et qui ne les mettent pas en valeur. Mais ça, c'est vraiment très marginal. C'est pour inciter à l'investissement parce que si les gens construisent aussi les terrains, ça tire l'économie. Nous avons parlé aussi d'augmenter les salaires. Vous savez que quand on augmente les salaires, on donne du pouvoir d'achat aux consommateurs, notamment. Une augmentation de 30%, vous avez dit. Oui, mais on c'est pas un peu utopique? Non, on a dit sur les 5 ans, ce n'est pas la première année, 30, 30, 30, 30, ça fera beaucoup, plus de 200%. Mais on a dit qu'il faut augmenter les salaires parce que les salaires que nous avons ne permettent pas de tirer notre économie parce que finalement, on n'a pas de consommateurs. Et si nous réduisons le train de vie de l'État et que nous donnons ces salaires-là dans le privé et dans le public, les gens vont les consommer parce que, vous savez, les plus riches, généralement, ils font leurs dépenses entre 2 avions en Europe. Ceux qui tirent l'économie, c'est ceux-là qui sont là et qui consomment ici. Donc, en augmentant les salaires, nous sommes sûrs que l'économie aussi va en profiter. On va terminer avec la thématique bonne gouvernance. On va parler foncier, le problème d'accès à la terre des femmes dans les zones rurales, les problèmes de lotissement, les problèmes de logement. Quelle sera la solution si vous êtes élu président pour contrecarrer les difficultés que les populations rencontrent dans ce secteur? Dans quel secteur? Le foncier. Le foncier. Oui. Non, mais le foncier, pardon, pour nous, la terre est sacrée. Malheureusement, la terre a été dilapidée ces dernières années parce qu'on a fait de la spéculation, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc nous avons dit qu'on allait faire un audit des lotissements passés les 20 dernières années. Et tous ceux qui sont attributeurs illicites de parcelles, on va les récupérer et les réattribuer. C'est le bon sens. La loi même dit que normalement, si vous êtes attributeur de plus de 2 parcelles dans la même commune, normalement, vous ne devez plus en bénéficier. Donc, il faut mettre des mesures vraiment coercitives là-dessus. Une ville comme Ouagadougou, vous savez qu'avec les états généraux, on est à 800 000 parcelles à Ouagadougou et il y a 400 000 seulement qui sont mises en valeur. Donc, on ne doit plus avoir de problème de non-loti. Ces 400 000 qui ne sont pas mises en valeur, là, elles appartiennent à qui? Il faut le savoir. Si c'est illicite, qu'on donne à ceux qui veulent construire. Mais le problème du foncier, il faut aussi que pour les lotissements à venir, on puisse avoir vraiment la numérisation, qu'on puisse ficher le lotissement. Nous proposons en sorte que si vous êtes déjà attributeur d'une parcelle à Ouagadougou et que vous voulez être attributeur d'une parcelle dans une autre commune, genre Bobo-Dioulasso, vous n'êtes pas prioritaire par rapport à quelqu'un. Vous parlez de 50 000 logements sociaux. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic avant pour savoir qui est-ce qui a déjà profité de ces logements sociaux et qui doit encore profiter de ces Mais ceux qui doivent profiter de ces logements sociaux, c'est ceux-là qui n'en ont pas bénéficié, qui n'ont pas de logement. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous pouvez donner même la parcelle à la personne et elle n'a pas les moyens de la mettre en valeur parce qu'il est un travailleur, il n'a pas un crédit assez suffisant pour le faire. Donc la meilleure politique en matière de logement et de foncier, c'est de donner des logements aux gens directement. Donc nous disons une famille, un logement social. C'est ce qu'on a appliqué pendant la Révolution et ça a bien marché. On ne sait même pas pourquoi on a arrêté cette méthode. La preuve, c'est qu'à la fin du régime passé, on a repris les logements sociaux. Donc nous allons poursuivre cette politique-là en faisant en sorte que ce soit vraiment ceux-là qui le méritent, qui en bénéficient, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de logement social, ils peuvent se construire eux-mêmes leur logement. Oui, justement, en parlant de logement, vous avez dit que voilà, vous allez redistribuer les parcelles. Une chose, c'est d'avoir une parcelle, l'autre aussi, c'est d'avoir les moyens pour construire. Est-ce que vous allez jouer sur les prix des matériaux de construction? Bon, tout ça, c'est des questions extrêmement sensibles. Je pense que le problème n'est pas forcément à ce niveau. On peut baisser les prix des matériaux de construction, on verra que l'écart ne sera pas trop grand parce qu'on n'a pas de cimenterie, tout est importé. Le fer, le ciment. Non, je veux dire que non, si on importe, ce qu'on fait, c'est juste faire de la transformation. Ça veut dire que le coût du ciment n'a pas baissé depuis qu'on importe le ciment. C'est pour dire, si vous voulez prendre du ciment au Togo ou en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que si le faites au Burkina, sauf qu'à la seule différence, vous créez des emplois ici, ce qui n'est déjà pas mal. Donc, comme nous importons beaucoup, c'est vraiment que l'État puisse, au lieu de dire qu'il va baisser le coût des matériaux de production, c'est de donner en réalité des contrats, comme ce qu'on a fait avec les logements sociaux. Ceux qui veulent construire peuvent avoir des avantages fiscaux en prenant des plateformes, des cités pour valoriser. Et en ce moment-là, l'État est à côté
pour aider ceux-là qui en ont besoin à prendre leur logement social. On va à présent parler culture. Monsieur Tougouma, le Burkina Faso organise de grands événements comme le FESPACO, la SNC, la Semaine nationale de la culture, le CIAO. Malgré ces événements, les produits burkinabés jusqu'à aujourd'hui restent peu compétitifs au plan international. Comment comptez-vous redynamiser l'économie de la culture? Non, parce que tout simplement, il faut que la culture soit connue à l'étranger. Si vous n'êtes pas connu à l'étranger, c'est un peu difficile. C'est pour ça que nous prévoyons la création des maisons du Burkina à l'étranger. Ça veut dire là où il y a des Burkinabés, il faut qu'on les aide à s'organiser un peu comme les centres culturels français, qu'ils aient des activités culturelles pour montrer la culture burkinabé, faire comprendre que la capitale du cinéma africain, c'est le Burkina Faso, faire connaître la culture burkinabé, faire connaître les mélodies burkinabées. Je disais tantôt... En quoi faisant, par exemple? Non, mais c'est des activités culturelles qui vont mener. Vous pouvez jouer peut-être du balafon. Seulement au Burkina ou... Non, j'ai dit des maisons du Burkina à l'étranger. Partout où il y a des Burkinabés à l'étranger, que ce soit une ambassade ou des Burkinabés, 150 Burkinabés dans un coin du monde, on peut les aider à faire cela, à mener ce genre d'activités en regardant un peu l'enveloppe. Parce que le tourisme peut apporter beaucoup plus d'argent au Burkina que dans n'importe quel autre secteur. Parce que le tourisme, non seulement il est... Comme on dit, il est renouvelable à souhait. Si vous voyez que le Burkina tourne autour de 300 000 touristes, alors que des pays comme le Maroc, la Tunisie sont autour de 10 millions de touristes, regardez l'écart. Donc c'est ces vitrines-là qui doivent permettre de faire la promotion du Burkina Faso en matière culturelle. Si vous jouez du balafon aux États-Unis, mais peut-être qu'un grand musicien, un grand rappeur peut entendre ces sonorités-là, s'intéresser au Burkina et le prendre, faire la promotion. On l'a vu en Afrique du Sud lors du mondial, c'est le Waka Waka de Madi Dibango qui a été joué. Donc c'est un peu ça qui va faire la promotion. Un autre volet aussi, c'est qu'on reçoit aussi des artistes musiciens internationaux qui viennent des stars se produire au Burkina Faso. Il faut négocier avec ces artistes-là pour que dans leur tournée internationale, ils puissent faire la promotion aussi de nos jeunes talents qui peuvent faire leur première partie, que ce soit des artistes musiciens ou des acteurs de cinéma. Galip, on enchaîne avec le sport. Oui, le sport. Alors est-ce que Victorien Tougouma aime le sport? Bon, j'ai été licencié en athlétisme. Ah oui? Donc, on a même voulu me recruter dans l'armée nationale parce que j'étais dans l'équipe de l'USWA en athlétisme. Donc, j'aime beaucoup le sport. Et je l'ai dit que j'aime le sport, le football, l'athlétisme, la randonnée parce que j'aime beaucoup marcher. Et puis, je fais aussi de la pêche. Ce n'est pas forcément de la pêche sportive, mais ça me permet de me détendre. Et parlant donc de football, nous savons que ces dernières années, avec les étalons, le résultat n'est pas au rendez-vous, de bons résultats surtout. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer un peu, en tout cas, les étalons, pour leur permettre d'avoir plus de résultats? Non, moi, je dirais que les étalons, au-delà du football, il faut voir l'argent. D'abord, le sport ne coûte pas cher, parce que les infrastructures sportives, quand vous les faites, ça dure plus longtemps. Regardez le SCAD du 4 août, ça est là depuis plus de 25 ans. Et c'est toujours fonctionnel. Donc il faut faire beaucoup d'infrastructures. Il faut commencer les compétitions depuis le bas âge et détecter les talents. Parce que c'est à partir de là que ça commence. Lionel Messi, il a été détecté en Argentine quand il avait moins de 10 ans. Il est venu, il a joué dans l'équipe minime du Barça. Il a commencé à grandir comme ça. C'est le meilleur joueur au monde. Et développer le football, ça ne coûte rien puisqu'on peut jouer au football pieds nus, c'est juste avoir un ballon. C'est la même chose pour l'athlétisme. Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Non, c'est les infrastructures et organiser les compétitions. Football, ça ne coûte rien de faire des compétitions à partir des cadets et des juniors. Alors qu'au niveau du ministère des Sports, on évoque souvent des questions budgétaires qui mais parce que un peu... le budget même du ministère des Sports, c'est combien? C'est pratiquement rien, alors que c'est une vitrine. Vous savez combien un joueur comme Didier Drogba rapporte à la Côte d'Ivoire? C'est beaucoup d'argent, ne serait-ce que par son image. Il y a aussi le football, mais il y a aussi le fait que les autres fédérations sont pratiquement délaissées au détriment du football. Est-ce que, sous votre présidence, si vous êtes élu, ça va être, vous allez tout miser sur le football? Non, c'est pour ça que j'ai parlé aussi d'athlétisme, du vélo, mais l'athlétisme aussi est beaucoup plus facile. Regardez un peu la Jamaïque, qui est un petit pays, en nombre d'habitants et en superficie.
Mais la Jamaïque aujourd'hui est connue dans le monde parce que c'est eux qui dominent l'athlétisme mondial, alors que c'était les États-Unis qui dominaient l'athlétisme parce qu'ils ont su organiser des compétitions. Comme je l'ai dit aussi, vous partez dans n'importe quel village, vous dites à un enfant de faire les 100 mètres, il le fait. Et vous savez à travers le chrono qu'il a du potentiel, vu son âge, vu sa taille. Et c'est facile de recruter comme ça et faire des centres sport-études et faire des compétitions. Et vous verrez qu'en moins de 5 ans, on va commencer à détecter des talents qui vont prospérer. Mais comment comptez-vous faire pour convaincre les autres fédérations qu'une fois que vous êtes élus, elles ne seront pas délaissées? Parce que c'est les discours qu'on tient, mais après, tout miser sur le football et puis les autres fédérations... Non, mais à travers ce que j'ai dit sur l'athlétisme, ils savent que c'est quelque chose... Mais il n'y a pas que l'athlétisme, il y a plusieurs fédérations. Non, il y a plusieurs fédérations, c'est ce qu'on a dit, mais il faut des priorités. On sait que là où c'est le moins cher, c'est le football et c'est le vélo. Parce que si vous voulez le football et l'athlétisme, si vous voulez faire du vélo, acquérir des vélos pour découvrir des talents, ça coûte extrêmement cher. C'est un peu la complexité. Donc, si vous voulez faire du basketball aussi, c'est un peu facile. Mais les sports les plus populaires dans le monde, où ça coûte vraiment 0 francs, pratiquement pour les mettre en route, c'est le football et l'athlétisme. On termine avec les relations internationales, Galip. Oui, les relations internationales, on est curieux de savoir un peu ce que Victorien Tougma envisage en termes de politique extérieure du Burkina. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, par rapport aux relations Burkina-Chine? On sait qu'il y a certains acteurs qui préconisent de se tourner un peu vers la Chine populaire plutôt que de rester avec Taïwan. J'ai dit dans mon programme aussi qu'il faut se rapprocher de la Chine populaire. C'est la deuxième puissance économique. Et de toute façon, c'est là-bas que beaucoup de Burkinabés vont faire le commerce actuellement. Donc il faut se rapprocher. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à la Chine-Taïwan. Même les États-Unis collaborent avec la Chine-Taïwan et la Chine populaire. Vous pensez qu'on aura plus d'avantages avec la Chine populaire qu'avec la Chine-Taïwan? Mais actuellement même, je l'ai dit que sur le plan commercial, c'est avec la Chine populaire que le Burkina fait les affaires. Et il est évident que même sur le plan des ressources et des financements que les pays africains reçoivent, la Chine populaire a plus de capacité que la Chine-Taïwan. Mais ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux amis qu'on délaisse les anciens amis. Les relations internationales sont faites comme ça. C'est à nous d'avoir l'intelligence de jouer sur cela. Et si c'est une conditionnalité? Mais si c'est une conditionnalité, il n'y a pas le choix. On ira vers la Chine populaire. Alors, c'est une des revendications du SAMAE, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères, nommer des diplomates de formation au poste d'ambassadeur plutôt que des politiques. Qu'en pensez-vous? Mais j'ai dit que même les États-Unis nomment même des diplomates qui ne sont pas forcément des diplomates de formation. Donc ça veut dire que la diplomatie, oui, il faut que les diplomates de formation soient les plus nombreux, mais parfois aussi il y a des gens qui ne sont pas diplomates de formation, mais qui à travers leur parcours aussi peuvent être utiles dans certains pays parce qu'ils ont plus de relations. Donc c'est un équilibre à trouver, mais il y aura beaucoup plus. La majorité des diplomates ne seront pas des anciens ministres qu'on veut caser quelque part, mais ça va être des diplomates, mais il va arriver qu'on nomme des gens parce qu'ils pourront être plus efficaces. C'est l'efficacité qui va être vraiment le curseur. La question a fait débat lors du CCRP, passé il y a quelques années de cela. Faut-il créer un ministère des Burkinabés de l'étranger? Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire. On a dit qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Mais il faut avoir un regard vraiment très prégnant sur la question de la diaspora parce que la moitié de notre population est dehors. Et dans notre programme, nous disons qu'on peut organiser les votes des Burkinabés de l'étranger à 2020, mais ça va être difficile de le faire. La réalité, vous ne pouvez pas aller en Côte d'Ivoire organiser des élections comme ça pour 4 millions de Burkinabés, peut-être avec 1 million d'électeurs. Mais nous prévoyons de donner des postes de députés aux Burkinabés de l'étranger, 8 postes de députés pour qu'ils soient représentés à l'Assemblée et qu'on puisse connaître réellement leurs problèmes et qu'ensemble nous puissions travailler au développement de notre pays. Oui, Aïssata Sankara, une question qui me tenait à cœur particulièrement. Victorien Tougma, président, vous envisagez donc de nommer une femme comme chef de gouvernement. Pourquoi ce choix terminé? Mais parce que vous voyez que Sankara est un bel exemple. Elle est très dynamique, ça veut dire que les femmes peuvent bien faire les choses. On ne peut pas tout le temps passer le temps à dire que c'est la moitié du ciel, elles sont 54% de la population, elles sont les premières à entretenir nos familles, à faire tout pour qu'on ait le bien-être familial. Et quand c'est la politique, on dit qu'elles ne sont pas compétentes. Mais nous qui sommes allés à l'école, il nous est arrivé plusieurs fois de constater que des femmes sont meilleures que nous. Donc finalement, moi je pense que ça fera un bon binôme et la sensibilité du pays va s'améliorer d'avoir une femme Premier ministre, va être un signal fort donné aux femmes aussi qu'elles peuvent avoir confiance en elles et qu'on compte sur elles pour le développement de notre pays
Et pour tous ceux-là qui pensent que les femmes ne sont pas capables aussi de faire quelque chose, mais nous allons leur démontrer à travers cette nomination-là que ce n'est pas exact. Merci M. Tougouma d'être venu sur le plateau de Un candidat, un programme. C'est la fin de cet entretien. Nous vous souhaitons bonne chance pour le 29 novembre prochain, jour des élections. Merci Galip, c'est la fin de l'émission. On se dit à bientôt, peut-être pour de nouvelles émissions. Au revoir. Le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent, je suis fier d'être de ce beau pays. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso ya mamtenga, Burkina Faso ya mamtenga. Potera mebi wati mapate